Pour votre livre Le Sursaut, la France qui tombe 20 ans après, un constat de notre déclin, évidemment, malheureusement, qui ne s'arrête pas. Votre premier livre, c'était La France qui tombe il y a 20 ans, et là, c'est Le Sursaut. Espérons qu'il ait lieu. C'est vous qui avez mis en exergue de votre livre cette phrase de Zola que je citais tout à l'heure. Je t'en conjure, François, encore la grande France, reviens à toi, retrouve-toi. Est-ce qu'on en a encore les moyens, Nicolas Bavrez ? Je crois qu'on en a les moyens. Le problème, c'est de savoir si on en a la volonté. Le paradoxe de notre pays, c'est qu'il continue à regorger d'atouts. Il a des talents, il a du capital, il a des pôles d'excellence, il a des infrastructures, il a une armée qui a gardé l'expérience du combat, encore un semblant de diplomatie quand le président de la République ne donne pas des indications complètement contradictoires d'un jour à l'autre. Il a son patrimoine, son mode de vie, bref. On peut tout se faire en France normalement, et en fait, on a détruit méthodiquement tous les secteurs d'activité. On a détruit l'agriculture, normalement c'est la première d'Europe, on s'est fait passer devant par les Pays-Bas et l'Allemagne. On a détruit, on avait l'énergie décarbonée. On voit aujourd'hui, si vous voulez, aux États-Unis que les GAFAM rachètent des centrales nucléaires. Nous, on avait le nucléaire qu'on a méthodiquement saccagé, qu'on essaie aujourd'hui de relancer. On avait une industrie qui est maintenant qui s'est réduite comme peau de chagrin, des services, l'immobilier. On a une crise du logement comme on n'a pas connue depuis les années 50. Et le tourisme, on se fait passer devant par l'Espagne et demain par l'Italie et la Grèce. Bon, donc tout ne va pas très bien, donc, si j'entends bien ce que vous dites. Si vous voulez, oui, mais si vous voulez, ce résultat, c'est vraiment de nos erreurs. C'est-à-dire que c'est pas la mondialisation, c'est pas l'Europe, c'est pas l'Allemagne, c'est pas les immigrés, c'est uniquement nos bêtises. Oui, mais et donc, si on les arrête... D'habitude, vous êtes quelqu'un de très brillant, mais disons plutôt classé dans les pessimistes. Or, moi, je trouvais que votre nouveau livre, avec Le Sursaut, je me disais que là, il y a un espoir. C'est très gaulien, ça. Si on sortait de toutes ces tares, vous voulez dire, donc c'est possible aussi. C'est ce que vous voulez dire. C'est absolument possible. Et donc, c'est rassurant. Et ce qu'on peut peut-être dire, c'est que on a aujourd'hui une occasion assez unique, mais qui est peut-être la dernière, parce que le modèle qui nous a perdus, c'est le modèle de la décroissance par la dette publique et privée. Et maintenant, on a tapé le mur, et donc on ne peut plus continuer. Donc, si on essaye de continuer quand même, on va se retrouver dans une situation qui ressemblera à celle de l'Italie ou de la Grèce. Et donc, on est dans la situation où il faut qu'on choisisse. Soit on se réforme et on fait les transformations qu'on peut faire par nous-mêmes, soit elles nous seront imposées de l'extérieur. Et ça suppose, et ça implique une crise politique très, très dure, qu'évidemment, mais qu'on a encore les moyens d'éviter. C'est pour ça qu'il faut le faire. Nicolas Bavrez, dans ce livre, vous parlez aussi des Français qui sont désorientés, dites-vous, par le dysfonctionnement de la monarchie présidentielle dont Emmanuel Macron a poussé les vis jusqu'à la faire imploser. On va écouter le président. Il était aujourd'hui à Budapest, en Hongrie, pour le sommet de la communauté politique européenne. On voit qu'il essaie de récupérer le leadership en Europe pour peut-être contrer Donald Trump. Écoutez ce qu'il a dit. Une première séquence, puis après une autre séquence hallucinante avec Emmanuel Macron. Comme plusieurs, j'ai eu l'occasion hier d'avoir le président élu Donald Trump, qu'on est quelques-uns autour de cette table à avoir connu il y a 4 ans de cela dans ses précédentes fonctions. Je l'ai félicité, mais au fond, moi je trouve que notre rôle ici, au sein de l'Union européenne, c'est pas de commenter l'élection de Donald Trump, savoir si c'est bon ou pas bon. Il a été élu par le peuple américain et il va défendre l'intérêt des Américains. Et c'est légitime et c'est une bonne chose. La question, c'est est-ce que nous, on est prêt à défendre l'intérêt des Européens ? C'est la seule question qui nous est posée. Et moi, je pense que c'est notre priorité. Et donc, ça ne doit être ni dans un transatlantisme qui serait naïf, ni dans la remise en cause de nos alliances, ni non plus dans un nationalisme étriqué qui ne nous permettrait pas de relever ce défi face à la Chine, aux États-Unis d'Amérique. Nicolas Bavrez, il essaye de récupérer le leadership européen en l'absence d'Olaf Scholz qui a occupé autre chose. Olaf Scholz, effectivement, sa coalition explose. En réalité, ce qui est frappant, c'est que d'abord pour la France, pour faire une politique étrangère, il faut 2 conditions. Il faut un dirigeant crédible et puis il faut des moyens de puissance. Bon. On n'a aucun des deux aujourd'hui. Ça, c'est fait. Donc, et le problème de l'Europe, c'est que d'un côté, on a une Amérique surpuissante avec effectivement, en termes macroéconomiques, ce qui n'empêche pas que le malaise que vous avez rappelé de beaucoup d'Américains. Mais l'Amérique, elle est surpuissante. Elle a un leader. Maintenant, Trump, contrairement à son premier mandat, il a aujourd'hui un mandat qui est extrêmement clair. Il va maîtriser le Sénat, la Chambre des représentants et la Cour suprême. Ce qui est jamais... et les 4 ans d'expérience.
Et il va arriver avec, cette fois-ci, un projet et des choses extrêmement claires. Donc, pour l'Europe, en fait, ça va vraiment être une heure de vérité. C'est-à-dire que le défi que va nous lancer Trump, ça va être un défi commercial, un défi stratégique sur l'Ukraine et sur l'OTAN, et j'allais dire un défi moral, parce que Trump, il s'est réclamé de Orban, et donc de la démocratie libérale, qui d'ailleurs accueille, c'est la Hongrie qui accueille, ce sommet. Et donc, il va falloir faire notre choix, et là aussi, c'est un peu comme pour la France, le choix, il est assez clair, soit on fait allégeance aux États-Unis, soit l'Europe se désintègre et se fait manger par les empires autoritaires Russie et Turquie, soit on arrive à reconstruire et à construire une Europe puissance. Mais ça, on a un mode d'emploi assez bon qui a été donné par Mario Draghi, mais pour l'instant, Mme von der Leyen fait exactement l'inverse. Attendez, on va juste écouter le deuxième extrait d'Emmanuel Macron et je vous passe la parole. Parce qu'il a fait un comparatif assez, pour moi, spécial entre les herbivores et les carnivores. Écoutez cette comparaison faite par Emmanuel Macron à Budapest. Et pas mal. Au fond, pour moi, c'est simple. Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Et nous serons un marché pour eux. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être des omnivores. Je ne veux pas être agressif, je veux juste qu'on sache se défendre sur chacun de ces sujets. Mais je n'ai pas envie de laisser l'Europe comme un formidable théâtre habité par des herbivores que des carnivores, selon leur agenda, viendront dévorer. Est-ce qu'il faut vraiment parler d'herbivores et carnivores, Eugénie Bastier? Moi, je continuerai la métaphore. Je pose la question. Le problème, c'est qu'on peut être des carnivores, mais au zoo, quand il y a plusieurs espèces animales dans la même cage, ça se passe pas très bien. Et le problème de l'Europe, c'est qu'il y a des éléphants, des crocodiles, des léopards, et que les léopards et les crocodiles et les éléphants n'ont C'est beau, cette allégorie n'ont pas forcément les mêmes animalière. intérêts. Et la difficulté, vous l'avez dit, pour réformer une institution, un pays, pour donner un cap, il faut un mandat clair, il faut une majorité. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la France n'a pas de majorité, donc elle est irréformable, et que l'Union européenne n'a pas non plus de majorité. Les pays de l'Union européenne n'ont pas le même agenda, n'ont pas les mêmes intérêts. L'Allemagne a intérêt à une monnaie forte, a fait des exportations, à une industrie, et donc c'est ça le problème, le nœud de l'Europe, c'est que c'est des États qui n'ont pas les mêmes intérêts. Catherine, vous êtes herbivore ou carnivore? Je ne sais pas. Moi, je peux vous le dire, vous êtes carnivore. Bon, non, Je connais un petit peu. mais voyez, je regardais Emmanuel Macron ce matin. Oui. Bon, alors c'est vrai que l'Europe, il a fait le discours de la Sorbonne, il a une vision de l'Europe, c'est peut-être sa permanence. Un dernier discours il y a quelques mois qui a duré 2 heures, on était épuisés tellement sous cette avalanche de mots. Là, c'était un discours qui était construit, qui a duré une demi-heure. Et je me disais, dans toute cette aréopage où ils étaient, il y a 44 pays, mais je crois qu'il y avait simplement 40 chefs d'État. Ils étaient là parce que c'est vrai qu'après l'élection de Trump, on se demande qu'est-ce qu'on va faire. Mais peut-être que lui, il n'est pas un leader crédible, vu ce qui se passe en ce moment en France, et il n'a pas la puissance économique. Mais je me disais, qui est le dirigeant économique qui est capable, dans cette réunion-là, de faire ce discours. Il l'a fait plusieurs fois. Alors, il marque quand même des points, ne serait-ce que parce que cette réunion sur l'Union européenne, c'est lui qui en a eu l'idée. Mais la France a toujours été comme ça. Je veux dire, depuis De Gaulle, en passant par Giscard, la France a toujours fait avancer l'Europe sur le G20, le G5, les conseils européens, a été la plus imaginative, ce qui faisait d'ailleurs dire à Giscard en 1975, la France a une dimension, c'est sa supériorité de l'esprit. C'est pas la supériorité économique, mais c'est elle qui propose les meilleures solutions pour les autres. Donc il aurait dû penser un peu plus à essayer de, peut-être penser aussi à la France. Mais il se trouve que c'est vrai. Et la France, je regardais ce matin le président, il est toujours dans ce rôle-là. Alors est-ce qu'il est écouté? En ce moment, c'est difficile, mais c'est vrai. Bien sûr. Vous êtes d'accord avec ça, Nicolas Bavrez? Je crois quand même qu'il a une difficulté. Le diagnostic, il est bon. Mais oui. On peut le dire la même chose on est à l'âge des empires, des hommes forts. Donc notre monde, on l'aime ou on l'aime pas, mais c'est le monde de Trump, de Xi, de Poutine, de Erdogan. Et c'est au milieu de ça qu'il faut vivre. Donc si on continue à croire qu'au milieu de ça, on va faire la paix par le droit et le commerce, c'est vrai que les choses ne vont pas bien se passer. Mais on est des herbivores dans ces cas. Là où je crois qu'il ne présente pas de solution, parce qu'il n'est pas capable, il n'est pas en état de le faire. Et on a 2 grands problèmes auxquels il faut remédier. Le problème de la compétitivité, de la sécurité économique, ça, Mario Draghi, avec son rapport, a fourni une très bonne feuille de route. Et puis, il y a le problème de la sécurité.
problème de la sécurité. Normalement, la France est très crédible. Sécurité, donc sécurité, violence, sécurité agression. avec la défense de l'Europe, donc de ses frontières extérieures, et la réponse à ce qui est aujourd'hui la menace existentielle de la Russie. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un énorme vide, et que ce vide de sécurité, il est très inquiétant. Et si on voulait être concret là, parce que il avait parlé un peu de ces questions de défense dans cette communauté, mais c'est pas le bon forum. Si on veut parler de sécurité de manière concrète, il faut faire quelque chose de vraiment ad hoc avec les grands pays européens, en dehors, avec le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne. Qui étaient représentés d'ailleurs. Oui, mais il faut que les 5 se réunissent et travaillent ensemble. On continue ce débat qui est passionnant avec vous, Nicolas Bavrez, mais d'abord il est 18h30, l'heure du rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon. Bonsoir Laurence et bonsoir à tous. À Budapest, Emmanuel Macron défend les intérêts de l'Europe. Le chef de l'État a affirmé que les Européens ne devaient pas déléguer leur sécurité aux Américains. Le président de la République a ajouté que l'Europe devait défendre ses intérêts face à la Chine et aux États-Unis. Le PSG n'écopera d'aucune sanction pour la banderole pro-palestinienne déployée hier soir au Parc des Princes. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de l'UEFA aujourd'hui. Le président de la Fédération française de football et le directeur général du PSG sont convoqués demain au ministère de l'Intérieur. Enfin, Kylian Mbappé n'a pas été convoqué en équipe de France pour les matchs de Ligue des Nations. Les Bleus affrontent Israël le 14 novembre et l'Italie le 17 novembre prochain. C'est la deuxième fois d'affilée que Kylian Mbappé est dispensé d'un rassemblement de l'équipe de France, Laurence. Merci beaucoup, cher Simon Guillain. Nicolas Bavrez, il y a aussi, on évoquait les questions de défense. Vous dites, il faut que l'Europe aussi se réveille, parce que là, elle a face à elle maintenant un Trump qui va lui dire... Si vous voulez être défendu par les Américains et l'OTAN, il va falloir payer, ce qu'il avait déjà dit lors de son précédent mandat. On va juste écouter un extrait de discours de Donald Trump sur ça, sur cette capacité à dire, moi je peux arrêter les guerres, et puis 2, il va falloir que vous payiez pour votre défense. Écoutez-le. Nous allons faire beaucoup pour Israël et nous sommes derrière eux. Et le plus important, c'est que nous voulons la paix au Moyen-Orient. Nous voulons que la Russie cesse de s'en prendre à l'Ukraine. Nous allons y parvenir. Ce ne serait jamais arrivé si j'étais encore au pouvoir. Il n'y aurait pas eu d'inflation, la Russie n'aurait pas attaqué l'Ukraine, il n'y aurait pas eu le 7 octobre en Israël. Et le moment le plus horrible et le plus embarrassant de l'histoire de notre pays a été l'Afghanistan. Là, ça a été fait il parlait le 23 octobre. Il a le pouvoir de tout arrêter, Nicolas Bavrez? Non, il a le pouvoir des mots et de la démagogie, mais l'action sur le réel, c'est très, très, très différent. Donc, que l'administration Biden ait spectaculairement raté le retrait d'Afghanistan, ça, c'est tout à fait vrai. Pour le reste, les choses sont compliquées. Mais pour le passé, peu importe, maintenant, prenons les problèmes pratiques. Donc, sur la sécurité, il y a 2 problèmes. Le problème immédiat, qu'est-ce qui se passe sur l'Ukraine? Les États-Unis ont donné 75 milliards de dollars, dont 50 milliards d'armements, et c'est grâce à ça que l'Ukraine tient jusqu'à présent. Donc, si ce soutien s'arrête ou est très fortement réduit, la question qui va se poser très vite aux Européens, c'est est-ce qu'on prend leur place? Je pense que Trump est prêt à continuer à fournir des armes si elles sont payées par l'Europe. Mais la question va être sans doute posée dans des termes aussi clairs. Et tout le monde est d'accord sur le fait que personne ne fait la guerre pour faire la guerre, on fait la guerre pour faire la paix. Donc il va falloir négocier avec la Russie. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, et pour un moment encore, sans doute pour plusieurs mois, Poutine est dans une position de force incroyable. Et donc, engager des négociations avec lui sera très compliqué. Et la deuxième question, c'est la défense de l'Europe. On sait que Trump avait voulu sortir de l'OTAN pendant son premier mandat, qu'il en avait... Parce qu'il trouvait qu'on ne payait pas assez, ce qui était tout à fait vrai. Oui, et puis parce qu'il trouvait que c'était aux Européens d'assurer leur défense. Et là, on va avoir aussi un dialogue qui sera sûrement extrêmement musclé. Et quand même, pour rappeler les choses, parce que c'est important, c'est qu'il faut quand même rappeler que le retrait des États-Unis d'Europe, c'est pas Trump, c'est Obama. Exactement. Et donc, là où les Européens se sont trompés et n'ont rien fait depuis 2016, c'est que l'idée d'avoir considéré Trump comme une anomalie, comme une parenthèse, comme une aberration, c'était complètement faux. Derrière Trump, et là on le voit spectaculairement avec les résultats, derrière Trump, il y a une majorité de l'Amérique d'aujourd'hui. Ouais. Et quoi qu'on en dise, on ne veut pas le voir, mais elle ne sera jamais plus l'Amérique de 1945, elle n'est plus l'Amérique du D-Day. Elle est une Amérique très puissante,
mais une Amérique puissante pour elle-même. Et vous parlez aussi dans ce livre, Le sursaut chez l'Observatoire, de la défense française. Vous dites qu'il faut qu'on modifie, qu'on réorganise notre armée, qui est une armée de temps de paix, alors qu'on est en temps de guerre. Vous n'excluez pas le fait que la France ait un jour à entrer en guerre, Nicolas Bavrez? On a une armée de corps expéditionnaires qui était faite. On avait la dissuasion et puis les expéditions en Afrique. Je vois qu'on a un président de la République qui a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. On n'en a absolument pas les moyens. L'armée française, aujourd'hui, elle n'est pas entraînée pour la guerre des drones. Elle a un retard formidable pour les drones et elle n'est pas entraînée au combat de haute intensité en Europe, comme il se passe aujourd'hui en Ukraine. Et maintenant, c'est ça la priorité. Donc, il y a un énorme travail à faire pour moderniser notre armée et lui permettre de répondre aux menaces qui sont les menaces d'aujourd'hui. Mais il avait dit que c'était de la dissuasion, de dire on enverra des troupes, c'était pour dire... La dissuasion, je vois qu'elle est plutôt de l'autre côté, parce qu'on a 12 000 Coréens qui y sont pour de bon, mais de l'autre côté, et que quand Emmanuel Macron, par ailleurs, a avancé cette idée de manière, sans préparation aucune, ça a été une consternation générale chez tous nos alliés. Puis c'est ignorer le fait que la Russie connaît la réalité de nos moyens. C'est-à-dire qu'on ne veut pas parler en disant on va menacer de faire ça et si Poutine sait qu'on n'a pas les moyens derrière. C'est ça qui est gênant. C'est qu'en fait, avec Emmanuel Macron, il a une ambition de carnivore mais avec des moyens d'herbivore. Et il pense qu'en disant, en affichant son ambition de carnivore, tout le monde le croit. Sauf qu'en réalité, son bilan parle pour lui-même. Vous regardez en politique intérieure, et c'est vrai que c'est un constat, je trouve, assez catastrophique, mais l'industrie automobile est quasiment démantelée en Europe. Je ne sais même pas si dans 10 ans, il y aura encore des groupes industriels européens. On va parler de l'automobile dans un instant. Donc là, c'est catastrophique. On est quand même sur les questions de sécurité intérieure, domestique, immigration, insécurité. C'est quand même la catastrophe en France et globalement en Europe. Vous regardez qu'on augmente les impôts, les taxes, on affaiblit complètement la richesse de notre pays. Et sur le seul sujet militaire sur nos capacités, le bilan d'Emmanuel Macron, c'est en Afrique. On s'est retiré par des organisations terroristes, certes, mais qui étaient en mobilette, alors que nous, on avait des blindés, on avait la troisième dimension avec des avions et des hélicoptères. Et tout ça, Donald Trump le voit, le sait. Moi, ce que je trouve catastrophique, c'est qu'aujourd'hui, le couple franco-allemand dont on parle, c'est un Emmanuel Macron qui est très fragilisé en politique intérieure parce qu'il n'a pas la majorité absolue. On va en parler dans un instant. Olaf Scholz n'a même pas été capable de venir faire le déplacement en Hongrie parce que pour la première fois en Allemagne, une coalition va peut-être s'effondrer et lui-même va peut-être quitter le pouvoir. Et parallèlement à ça, et vraiment j'ai terminé, on observe à la suite de l'élection de Donald Trump, il suffit de voir toutes les réactions des chancelleries européennes. Tout le monde cherche en fait à négocier des contrats bilatéraux avec les États-Unis. Et donc plus au niveau de l'Union européenne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pays européens ne croient plus en la capacité de l'Union européenne de porter une parole unique. Petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous, Nicolas Bavrez, parce qu'on va parler de l'insécurité. Mais celle qui est vraiment nous préoccupe dans notre pays, parce que vous dites que la violence en politique conduit à la violence dans la société. Il y a un lien évident. Vous dites qu'il y a un lien entre la violence en politique et la violence dans la société. Et vous dites que nous sommes à un tournant avec l'implantation en France de réseaux criminels très puissants, Nicolas Bavrez, semblables à ceux qui règnent sur une partie du Mexique ou de la Colombie, mettant à leur service des pans de la police et des forces armées. On va juste écouter Bruno Retailleau, parce qu'il tente de prendre ce problème à bras-le-corps, de lutter contre la mexicanisation de notre pays. D'ailleurs, 71% des Français que nous avons interrogés dans un sondage CSA, CNews pour Europe 1 et JDD, qui pensent qu'on est sur la voie de la mexicanisation. Écoutez juste Bruno Retailleau la semaine dernière sur le narcotrafic. Je veux m'adresser aux consommateurs pour leur dire, vous qui fumez des joints, vous qui prenez des rails de coke, eh bien ce joint, ce rail de coke, il a le goût des larmes, mais il a le goût surtout du sang. Parce que derrière, en bout de chaîne, vous avez les narcotrafiquants qui sont souvent des proxénètes, qui utilisent des gamins et qui utilisent des adolescents comme chair à canon. À Marseille, il y a quelques semaines, un gamin de 14 ans et demi, 15 ans, 50 coups de couteau et ils l'ont fini en le brûlant vif. Vous pensez qu'on est dans une même stratégie de conquête du territoire français par les cartels ? Je pense ça de manière tout Nicolas à fait claire. Donc, la violence, c'est vraiment une arme de destruction massive de la démocratie. Donc, on a deux types aujourd'hui. Il y a les gens qui se réclament de la violence, qui en font un étendard. À l'extérieur, il y a les djihadistes et puis
les empires autoritaires, la Russie de Poutine en Ukraine. Et puis, effectivement, on a à l'intérieur du pays, et d'ailleurs, il y a des connexions entre les deux, puisqu'il y a des liens entre groupes criminels et djihadistes. Et quand on trafique de la drogue, on peut trafiquer des armes, on peut trafiquer des êtres humains. Ça n'est jamais que des réseaux qui permettent de transporter un certain nombre de gens, un certain nombre de biens. Et c'est vrai que pour l'instant, la France, évidemment, il y a toujours une criminalité en France, mais il y a deux types de criminalité qui étaient relativement marginales ou très concentrées sur ça. Il y avait les phénomènes mafieux d'un côté, et puis de l'autre côté, les phénomènes vraiment de cartels, notamment la pénétration de l'État. Et là où on est... C'est-à-dire la corruption, en gros. Ouais, la corruption. Et là où on a une vraie rupture, c'est qu'on voit aujourd'hui, maintenant, des cas de corruption, et sur lesquels... il faut là aussi regarder la réalité pratique, parce que c'est très facile d'un point de vue moral de condamner la corruption. Évidemment, il faut la condamner. Simplement, quand quelqu'un a le choix entre toucher 100 000 euros ou des menaces extrêmement concrètes sur sa femme, son conjoint ou ses enfants, avec les photos, les réseaux, etc., et que cette personne n'est par ailleurs absolument pas protégée par l'État et par qui que ce soit, c'est vrai qu'on peut prendre ce qui reste évidemment la mauvaise décision, qui est d'accepter la corruption, mais simplement, il faut voir aujourd'hui que la désintégration de l'État régalien place y compris ses agents dans des situations qui sont des situations de très grands risques, et y compris sur le plan moral. Et donc, il y a vraiment là aussi, on a été alerté d'ailleurs par les autorités mexicaines, et on est vraiment à un point de bascule. Et je pense qu'il faut absolument réagir, mais je pense que vous avez été confronté. François Pupponi, je vous vois acquiescer. Justement, la question qui m'intéresse, c'est comment on en est... Parce que pour permettre le sursaut que l'on espère et que vous proposez, c'est comment on en est arrivé là. Comment vous analysez une telle dégradation, une telle dérive de notre pays? Je crois qu'il y a vraiment eu une cécité volontaire. C'est comme sur le déclin économique, sur la violence. Regardez la violence dans les établissements scolaires. On la découvre aujourd'hui, elle est sortie de tout contrôle, mais on ne peut pas dire qu'elle date d'aujourd'hui. Les problèmes de laïcité, ça date du collège de Creil. Monsieur Jospin, c'est Monsieur Jospin qui avait lancé le premier abandon, mais depuis, il n'y a pas eu vraiment de réaction. Et donc, on a choisi, et si vous voulez, à chaque fois qu'il y a des drames, on explique que c'est un fait divers, que c'est un cas extrême. Et aujourd'hui, on n'est plus dans le fait divers. On est vraiment dans un fait de société, et avec derrière... par ailleurs, une contre-société, un marché gigantesque, c'est entre 3 et 5 milliards d'euros. Donc, mais ça, c'est les très dernières années, là. Oui, depuis 3-4 ans. C'est une explosion. Oui, mais ça vient depuis 20 ans. Le terreau vient de longtemps. Mais là, on l'a vu arriver depuis 20 ou 30 ans avec la cécité. Ça explose, j'allais dire. C'est le point de notre pays qui est intéressant, parce que c'est là où Emmanuel Macron a une responsabilité, parce qu'il a fait exploser... par à la fois sa légèreté et puis son arrogance, des phénomènes qui durent depuis très longtemps. La dette, c'est vrai que ça fait 40 ans que ça dure, sauf que là, maintenant, il nous a mis dans le mur de la dette. Les institutions de la Ve République, il y avait des problèmes, ça dysfonctionnait. Maintenant, il les a mis complètement cul par-dessus tête. La violence qui cheminait et qui, de manière souterraine, mais il l'a laissé, là encore, vraiment... Pour vous, en fait, Emmanuel Macron, a une responsabilité dans l'aggravation de ces problèmes? Ah ben, évidemment. C'est... Pour ne pas les avoir nommés assez tôt. Et il y avait un problème systémique. Nicolas Bavrez, non seulement il ne les a pas nommés, mais il a choisi de les occulter et d'expliquer qu'ils étaient marginaux, voire que c'était des fantasmes d'un certain nombre de gens réactionnaires qui s'opposaient au progressisme qu'il est censé incarner. Sur la violence, ça a été particulièrement le cas. De même qu'il ne s'est jamais intéressé aux finances publiques et aux problèmes de la dette, et qu'il a laissé quand même 1000 milliards de dettes en 7 ans, c'est vertigineux, et il ne s'est jamais intéressé à l'État régalien. Et il l'a singulièrement maltraité. Il l'a désarmé financièrement, il l'a désarmé aussi, surtout moralement. Alors, Nicolas Bavrez, vous dites, le rétablissement de la paix civile et de l'ordre, ce dont on parle, c'est la condition préalable au redressement économique de la France. C'est-à-dire que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la prospérité sans la sécurité. On va juste écouter des ouvriers de Michelin, parce que vous savez qu'il y a 2 usines qui ferment en France. Ils disent ce sentiment de déclassement, ce sentiment de déclin de la France que vous décrivez dans ce livre. Écoutez-les.
Michelin, c'est un groupe qui fait des milliards de profits et là, il voudrait nous faire pleurer en parlant de difficultés alors que les profits baissent de 1% cette année. 1% en moins. Nous, on se retrouve à la porte. Ça, nous, on voit les choses de notre point de vue. On voit les choses du point de vue de ceux qui ont besoin d'un boulot, ceux qui ont besoin de remplir le frigo. On voit pas les choses du point de vue de capitalistes qui n'en foutent pas une toute la journée et qui nous font la morale en nous disant, en versant une larme sur notre sort. Nicolas Bavrez, là c'est ce cri du cœur de ces emplois industriels qui disparaissent. Oui, c'est inexorable dans notre pays. On n'arrive pas à les maintenir. C'est inexorable parce qu'on s'est mis en position de les détruire. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a dit sur le plan stratégique, mais c'est vrai aussi sur le plan économique. On a un pays, les États-Unis, qui est en plein renouveau. Et là, avec Trump, entre la baisse des impôts, entre la dérégulation, le protectionnisme, ça va être une machine à relocaliser. Et aujourd'hui, franchement, si vous faites de l'acier, de la chimie ou de l'automobile en Europe, il n'y a qu'une consigne, c'est déménager tout ça aux États-Unis si on ne bouge pas. Et de l'autre côté, on a la Chine qui a construit des surcapacités industrielles gigantesques, qui exportait beaucoup aux États-Unis. Maintenant, elle ne va pas pouvoir le faire. Donc, où est-ce qu'elle va aller déverser ses excédents financés par du dumping? C'est en Europe. Donc, le résultat de cette situation, contrairement à ce qui est dit, c'est pas le capitalisme. Si Michelin veut défendre sa survie à moyen terme, Michelin est obligé de réagir à cette structure. Et là encore, ce qui est dommage, c'est qu'on a vraiment des atouts et en France et en Europe, mais il faut se bouger. Et notamment, ce qu'on a inventé aujourd'hui en Europe avec toutes ces directives sur le devoir de vigilance, ça rend impossible de faire de l'industrie en Europe. Donc, si on les maintient, de même qu'on a rendu impossible l'agriculture, de même qu'on a saccagé le logement et l'immobilier, il faut réagir. Regardez l'automobile aujourd'hui, c'est la prochaine victime très claire. Donc, on a une industrie automobile qui est déjà... la chute des ventes, c'est 30%. L'ajustement, pour l'instant, des capacités de production, c'est 3%. Et on a construit un système où on est obligé de tout basculer sur le véhicule électrique. Et le véhicule électrique, ce sont les Français n'en veulent pas. Ce sont les... Ils ne peuvent pas se le permettre. Oui, mais sauf que parce que le consommateur n'en veut pas, les constructeurs européens qui sont déjà dans une situation de grande difficulté sont censés payer 15 milliards d'euros de pénalités l'an prochain. Et c'est autant de capacités d'investissement moins. Donc, on doit vraiment repartir sur une idée. Oui, évidemment, il faut faire la transition écologique et c'est un impératif, mais il faut le faire avec la production et l'innovation et pas en tuant les entreprises et les emplois sur le territoire européen. Mais là, les pneus Michelin, c'est la concurrence chinoise. C'est les pneus chinois qui sont maintenant sur le marché et qui coûtent moins cher. Et américains. François Pupponi. Je partage tout à fait votre analyse, mais là, vraiment, ce qui m'obsède, c'est comment est-ce possible qu'on fasse de telles erreurs. L'histoire de l'automobile, de dire il faut passer à l'électrique, dont les Français ne veulent pas, et en sachant très bien que c'est les Chinois qui vont vendre des voitures en tuant l'industrie automobile européenne. Un enfant maternel est capable de comprendre. Regardez le vote des parlementaires européens. Oui, mais voilà, mais c'est que de l'idéologie. Comment notre structure politique, administrative, idéologique est capable d'une telle dérive sans le voir. Cette cécité, moi, elle m'obsède. J'ai du mal à la comprendre. Nicolas Bavrez. En fait, ce qu'on disait, c'est le voile de l'idéologie. Dans les années 1950, on a connu la même chose avec le goulag soviétique. On avait des gens qui sortaient, qui témoignaient, et on avait une majorité d'intellectuels et d'organes de presse qui refusaient l'idée même que l'Union soviétique puisse être un pays totalitaire avec un système de terreur organisé. Et pourtant, ça existait. Et puis, à un moment donné, le voile est tombé, mais chez nous, il a fallu attendre la fin de Solzhenitsyn et 1974. Et là, je pense que c'est la même chose. Il y a un autre exemple, c'est l'énergie. La machine européenne continue à broyer du nucléaire. On a dans cette commission les deux responsables de l'énergie et de la transition écologique sont deux militants anti-nucléaires. C'est aberrant au moment où, y compris aux États-Unis, comme je le rappelais, les GAFAM investissent dans le nucléaire parce que c'est une énergie décarbonée et surtout, elle est vitale parce que c'est la seule qu'on peut piloter et qui soit
permanente, alors que le renouvelable est intermittent. Est intermittent. Et quand vous faites, par exemple, des data centers et tout le numérique, par définition, il marche la nuit comme le jour. Donc, il vous faut une électricité qui soit produite de manière permanente. Donc, le nucléaire est la solution. Nicolas Bavrez, il y a encore un thème qui m'intéresse beaucoup dans ce que vous évoquez, c'est l'effondrement de la démographie dans nos pays. Ce qui, d'ailleurs, vous dites, a poussé Giorgia Meloni à régulariser 450 000 travailleurs étrangers parce qu'il y a besoin de main-d'œuvre pour les entreprises. En France, on a un vrai problème de natalité désormais. Les Françaises font 1,67 enfants par femme. Bon, c'est un chiffre un peu bizarre. Vous dites qu'il y a urgence à reconstruire une politique familiale, alors qu'aujourd'hui, on met tout, dites-vous, sur les retraites. Il faut au contraire favoriser les naissances. Et c'était un point fort. Et là, c'est vraiment une décision politique. Là encore, c'est François Hollande en 2014 quand il a décidé de placer toute la politique familiale sous condition de ressources et de la restreindre beaucoup. Et c'est là qu'on voit, on était autour de 2 enfants par femme, sachant que les Françaises disent qu'elles, dans l'idéal, elles souhaiteraient avoir 2,3 ou 2,4 enfants. Et là, tout irait bien. Et il y a une deuxième chose qui est très choquante et qui montre, qui est un autre exemple d'aberration et qui illustre la dégradation du système de santé et qui est un vrai scandale, c'est la mortalité infantile. On est à 3,8 pour 1000, c'est 2 fois plus que les autres pays développés. La Suède est à 1,8. Et ça... Comment vous l'expliquez ? La désorganisation complète du système de santé, un hôpital qui est à la fois surchargé, exsangue et sur lequel on concentre des injonctions contradictoires. Et c'est pas faute d'avoir des médecins et des infirmières et des gens vraiment dévoués, mais le système a été complètement... On est passé à un système soviétique qui est régulé par la baisse de la qualité des soins et par la pénurie des médicaments et la pénurie des soins. Et on en paye le prix, y compris sur la mortalité infantile. Donc je pense que là aussi, de même qu'on se préoccupe de la psychiatrie, on a raison, mais c'est incroyable qu'il n'y ait pas un ministre de la Santé qui prenne à bras-le-corps ce problème de la mortalité infantile. Quel constat, Catherine Ney? Il y a eu 7 ministres de la Santé en 7 ans, alors on n'a pas le temps de faire une politique. Oui, vous avez bien fait d'appeler votre livre Le Sursaut. On l'espère, le sursaut. Je ne sais pas qui pourrait l'incarner. Il y a une incarnation pour ce sursaut, selon vous, Catherine Ney? On cherche quelqu'un qui ait envie de faire des choses depuis longtemps, qui soit vraiment répertorié depuis longtemps, qui dise des choses auxquelles on adhère, qui soit pondéré, rassurant. Donc, oui, mais pour l'instant, il n'est pas là. Bon, c'est un portrait chinois de je ne sais pas qui, François Pupponi. Oui, compliqué. Bon. Quelqu'un qui sursaute, mais on cherche encore. Mais il faut aussi compter sur les Français. Ah, c'est de là que viendra le sursaut en réalité. Quand on regarde, si vous voulez, en 1945, le pays était ruiné, c'était la moitié du PIB de 1939. Évidemment, il y a eu le général de Gaulle, les réformes, Jean Monnet, mais il faut se rappeler qu'on a gardé la loi des 40 heures, mais les Français des années 50, ils travaillent 56 heures par semaine. Et qu'il y a eu une obsession pour reconstruire le pays et sortir... Il y avait ça. Il y avait cette envie. Et sortir des années 30. Et moi, je reste persuadé qu'au fond d'eux-mêmes, les Français ne se résignent pas ni à leur déclassement, ni au déclassement de la France. Oui, et formidable. On peut se dire même que les Français qui vivent mal et qui, pour des raisons... vivent mieux que tous ces Américains du centre de l'Amérique qui ont des maisons qui sautent en l'air dès qu'il y a un orage, qui ont des maisons, et que c'est plus agréable, donc ça donnerait plus envie, Merci Nicolas Bavrez. Votre livre est passionnant, on le conseille à nos téléspectateurs, à nos auditeurs. Sursaut aux éditions de l'Observatoire. Merci beaucoup d'être venu nous en parler sur nos 2 antennes, sur CNews et Europe 1.